Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April. J'ai 28 ans, je suis professeure de français et j'ai été diagnostiquée il y a quelques semaines autiste Asperger. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour parler du diagnostic. Comment on se fait diagnostiquer autiste Asperger? Déjà, je pense que la première chose, c'est de s'auto-diagnostiquer. C'est-à-dire de reconnaître en soi les caractéristiques qui touchent à un trouble du spectre autistique, de les identifier. Et pour ça, ça implique déjà d'avoir un certain recul. Peut-être d'avoir fait des lectures, peut-être d'avoir eu une discussion, d'avoir sondé ses proches, sa famille, ses amis, son compagnon, sa compagne, et peut-être aussi de faire un peu de développement personnel, d'avoir travaillé avec une thérapeute, avec une psychologue ou autre qui aurait détecté les difficultés. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on a un petit peu qu'on a un petit peu démêlé tout ça en nous, eh bien, on peut se poser la question d'un fonctionnement différent et donc entamer des démarches diagnostiques. Alors, qu'est-ce que ça changerait en fait d'avoir un diagnostic officiel? Eh bien, déjà, je pense que pour des personnes qui souffrent au travail et qui sont fatiguées et qui se sentent facilement submergées et en burn-out comme ça a été mon cas, je pense que d'être diagnostiqué, c'est vraiment se rapprocher de sa qualité de vie en fait. Prendre soin de soi et prendre soin de sa qualité de vie. Voilà. Je pense que s'il y a une souffrance, s'il y a une entrave à notre bien-être, que ce soit au travail ou ailleurs d'ailleurs, hein, il faut, je pense, enfin, on doit ou alors on peut essayer d'y voir plus clair pour prendre soin de soi. Ça va dans une logique de bienveillance avec soi-même, de prendre soin de soi. Voilà. Ensuite, on peut aussi être diagnostiqué parce qu'on a besoin d'être reconnu dans son fonctionnement différent, ou bien d'être reconnu dans ses difficultés, dans sa souffrance par la société. Et bien sûr, pour cela, un diagnostic officiel, ça serait, on va dire, un peu le Saint Graal pour on va dire, se sentir légitime à parler de sa différence, se sentir légitime aussi à être plus dans son centre, c'est-à-dire à plus s'affirmer, à plus affirmer ses besoins, et ça permettrait aussi du coup de débloquer des choses en soi. Voilà, donc ce serait aussi dans une logique, là encore, de développement personnel. Après, je précise qu'il y a des personnes qui sont atypiques, autistes ou pas, et qui ne ressentent pas le besoin de se faire diagnostiquer. Et voilà, c'est une décision qui leur appartient, bien sûr. La question à se poser, c'est est-ce que dans notre vie, on a eu des moments où on a été en souffrance, on a été fatigué, on a été en difficulté, et est-ce qu'on peut se donner la possibilité que ça change? Voilà, une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'on peut se donner la possibilité que ces difficultés ne soient pas une fatalité dans nos vies, que l'anxiété ne soit pas une fatalité dans nos vies, que la dépression, le burn-out ne soit pas quelque chose qui revient et avec lequel on est habitué. Non. Si on ne veut plus être dans cette spirale-là, alors effectivement, il faut se faire diagnostiquer pour avoir un accompagnement, pour avoir des remédiations, etc. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a identifié un peu les besoins, pourquoi on veut se faire diagnostiquer, etc., par rapport à notre chemin de vie, où est-ce qu'on peut se faire diagnostiquer? Alors pour ça, il y a deux possibilités. On peut se faire diagnostiquer dans un CRA ou un CRA, Centre de ressources autisme, qui a l'énorme avantage d'être public et gratuit, voilà, et qui a aussi l'énorme avantage de vous faire passer les tests en l'espace, je pense que c'est en quelques jours, hein, mais c'est assez lourd, c'est assez intense, mais c'est en quelques jours, avec tous les professionnels. Donc vous n'avez pas besoin d'aller collecter les professionnels, d'aller les chercher, de leur expliquer à chaque fois votre histoire, comme c'est le cas dans le privé, comme j'ai fait. Hein, il y a tous les professionnels qui sont déjà là. Ensuite, ils se réunissent en équipe et après, ils vous recontactent pour vous donner le diagnostic. Donc ça, c'est vrai que c'est confortable, c'est organisé, il y a une structure pour ça, pour vous accompagner. Le seul souci, c'est que il y a énormément d'attentes. Voilà, il faut le savoir, mais si on veut se faire diagnostiquer dans un CRA ou un CRA, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Et la raison qui fait que c'est aussi long, c'est aussi parce que ce centre-là prend en priorité les enfants. Ce qui peut paraître normal, mais du coup, les adultes passent après. Et si vous êtes dans une grande souffrance ou si vous êtes en arrêt maladie et un peu dans l'urgence, comme ça a été mon cas l'an dernier, vous ne pouvez pas vraiment vous permettre d'attendre 2 ans. Surtout que je ne sais pas après combien de temps ça prend pour avoir le diagnostic. Je ne pense pas que ça prend la même durée parce que 4 ans ça ferait long. Mais voilà, il faut quand même compter beaucoup de. Faut quand même prendre avoir une certaine patience et puis durant ces 2 années il peut se passer plein de choses, on peut à nouveau douter, on peut à nouveau avoir peur, on peut à nouveau ne plus vouloir être diagnostiqué
Et puis une fois qu'on se fait diagnostiquer, le diagnostic, enfin une fois qu'on passe les tests, le résultat peut être négatif. On peut très bien vous dire non, vous n'êtes pas autiste, alors que vous sentez que vous l'êtes dans tout votre être. Et donc là aussi, c'est une question, voilà, c'est une question difficile. Je pense que parfois, les CRA, ça convient mieux à des personnes autistes qui ont des symptômes très visibles, voilà, très handicapants. Mais pour les personnes dont l'autisme est plus léger, moins visible, comme pour moi, peut-être que le CRA, c'est pas la meilleure option. Donc ça tombe bien parce que justement, moi je suis allée dans le privé. Pourquoi je suis allée dans le privé? Eh bien tout simplement parce que j'avais commencé malgré moi à faire la démarche, puisque j'étais allée voir une neuropsychologue pour passer un test de QI. Sauf qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore que j'étais autiste. J'ai eu le déclic pendant l'entretien et à ce moment-là, je me suis auto-diagnostiquée. La lumière, tout s'est éclairé dans mon cerveau, voilà. La lumière fut. Et à partir de là, en fait, je ne savais pas que j'avais fait la première étape dans une démarche diagnostique d'autisme Asperger. Puisque si vous voulez être diagnostiqué, il vous faut un test de QI. Donc moi, j'avais fait ça. Comme j'avais déjà payé le test de QI, vu la neuropsychologue, j'avais déjà le test de QI. Bon, bah, du coup... Et en plus, comme ma psychologue est spécialiste de l'autisme, elle avait à sa disposition tous les tests. Elle pouvait me faire passer les tests. Donc j'ai enchaîné naturellement avec elle et donc j'ai tout fait dans le privé. J'ai travaillé avec différents professionnels. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on fait passer un test de QI? Tout simplement pour vérifier que l'intelligence est normale. Ça fait partie des critères diagnostiques dans un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Voilà. La question de la souffrance également fait partie des critères diagnostiques. C'est pour ça que j'ai dit en introduction qu'une personne qui ne souffre pas, même si elle est atypique, complètement décalée, complètement en marge de la société, elle n'est pas considérée comme avec un trouble du spectre autistique selon la psychiatrie. Parce que pour être diagnostiqué, il faut qu'on ait eu des difficultés. Et que ces difficultés, elles aient entravé notre qualité de vie. Voilà, je crois que c'est ça qui est important à comprendre. Voilà. Donc ensuite, elle m'a fait passer la psychologue un deuxième test. Je crois que ce test n'est pas officiel. C'est un test qu'on peut trouver, je crois, même sur Internet. Il s'agissait d'un questionnaire avec 4 parties. Quotient empathique, quotient autistique, quotient méthodique, quotient amitié et relations. Tout un programme. Elle m'a fait passer donc ces questions auxquelles j'ai répondu et ça permettait de donner voilà, un avis assez précis sur Asperger ou pas. Parce que ce test était conçu pour les Asperger. Il n'y a pas que les Asperger, il y a aussi les autistes de haut niveau, voilà, il faut le savoir. Mais moi, c'est du coup mon profil correspondait plus à un Asperger. Et en fait, en fonction des résultats, soit vous êtes dans la norme, soit vous êtes Asperger. Et moi, du coup, pour 2 sur 4 des tests, j'étais Asperger et 2 dans la norme. Alors, je pourrais parler des tests dans le détail et avec plaisir dans une autre vidéo, mais là, ce serait trop long. Donc, on va rester avec les choses essentielles. J'ai passé ce premier test. Il y avait effectivement des particularités avec l'Asperger. Ça ne validait pas, ce n'était pas un diagnostic officiel, ça ne validait pas le fait que j'étais autiste, mais c'était, on va dire, un deuxième pas vers un diagnostic d'autisme Asperger. Et j'ai oublié de dire aussi que le test de QI, il est important pas seulement pour le QI, mais aussi pour qu'on détaille le profil cognitif de la personne. Parce que souvent dans un cas d'autisme Asperger, on a un profil qui est très hétérogène. Donc moi c'était le cas, voilà. Et donc ça peut aussi faire office de preuve qu'il y a bien un autisme Asperger, voilà. Quand on voit les résultats hétérogènes de la personne au test de QI. Voilà. Ensuite, la psychologue m'a fait passer un 3e test de reconnaissance faciale. Donc là, c'est un test que j'ai fait en live, parce que le test d'avant, je répondais à des questions chez moi. Elle m'avait laissé des questions. Là, j'ai passé en live ce test, où il s'agissait de reconnaître les émotions sur les visages, sur des photos qui ne contenaient que les yeux de la personne. Voilà. Et à ce test, par contre, j'étais très bonne. Ah voilà, j'ai très bien réussi ce test, j'ai très bien détecté les émotions sur les visages. Donc souvent on dit que les personnes autistes ne détectent pas les émotions sur le visage, mais bon, là encore on pourrait parler de cette notion parce que c'est plus subtil que ça. Bien sûr que sur une photo, à un instant T, eh bien on connaît quand même plus ou moins l'émotion, surtout quand elle est caricaturale, hein, quand c'est la colère, quand c'est la peur, quand c'est quelqu'un qui éclate de rire, on identifie très bien. Mais pour les émotions plus subtiles, c'est plus compliqué. Et puis surtout, dans l'interaction, dans un environnement donné, avec des sons, de la lumière, voilà, des couleurs et tout,
qui vont nous un peu entraver notre perception, c'est beaucoup plus compliqué d'identifier à temps les émotions sur les visages des gens. Voilà, petit aparté. Donc elle m'a fait passer ce test, à ce moment-là j'ai réussi, donc je me suis dit, le doute toujours qui revient, ah mais alors je ne suis pas autiste, tout va bien parce que j'arrive à identifier les émotions sur le visage selon le test, donc en fait je me suis trompée, donc c'est vrai que ça m'a un petit peu remuée. Voilà. Et puis dans cette démarche avec la psychologue, hein, cette démarche qui est une démarche clinique précise, où on essaie de s'appuyer sur des faits scientifiquement prouvés, même si moi j'avais accumulé des connaissances et que je disais à la psychologue, mais si enfin vous voyez bien que j'ai ça, et enfin vous voyez bien que je réagis comme ça, c'était difficile pour elle et pour moi parce qu'il fallait quand même que ça soit validé par un test. Donc parfois, elle était obligée de rester prudente. Moi, j'étais dans mon urgence et un peu dans ma tension parce que c'est pas une posture confortable quand on est en phase de diagnostic, hein, c'est pas confortable du tout. Et elle pouvait rien me dire. Et moi, j'étais obligée d'attendre parce que c'était la procédure, c'était la démarche, voilà. Et elle aussi, elle ne pouvait rien me dire et surtout, je pense qu'elle ne pouvait pas me dire trop vite ce que j'attendais. Parce que je crois que j'étais, malgré moi, même si je voulais à tout prix être diagnostiquée, j'étais pas tout à fait prête. Et que c'était bien que quand même ça chemine un peu dans ma tête, que je lève un petit peu les couches petit à petit, et pas qu'on me balance comme ça au début, oui, c'est vrai, vous êtes autiste, alors que ça faisait même pas 2 semaines que j'y avais pensé. Voilà. Alors ensuite, elle m'a fait passer un dernier questionnaire, qui là je crois est plus officiel. Alors il s'agit du questionnaire SRS2, échelle de réciprocité sociale, qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé comme outil d'aide au diagnostic de la triade autistique chez l'adulte. D'accord. Alors ce questionnaire, c'était un questionnaire que je devais remplir chez moi et faire remplir par une tierce personne pour avoir un avis en fait un peu objectif et nuancé. Et c'est ce que donc j'ai fait remplir par mon compagnon. Et ce test en fait contenait surtout la problématique des fonctions exécutives, dont je pourrais aussi parler pendant des heures. Alors pour résumer très rapidement, la fonction exécutive, c'est la mémoire de travail, c'est l'organisation et la planification des tâches, c'est aussi la flexibilité mentale, c'est-à-dire un changement, est-ce que j'arrive à m'adapter ou est-ce que je reste bloquée? Bon, moi, je reste souvent bloquée du coup, j'ai du mal avec ça. Et c'est aussi la gestion des émotions, je crois, et la compréhension des implicites sociaux. Donc c'est assez vaste, mais dans le cadre de l'autisme, c'est vrai que souvent on a des problèmes de fonction exécutive, hein. Donc là, ce test était par rapport à ça et par rapport à la réciprocité sociale. Est-ce que je comprends tout dans le dialogue avec l'autre? Est-ce que j'arrive à m'adapter à l'autre? Voilà. Et donc moi, là, j'avais passé ce test avant les vacances de Toussaint. C'est un petit peu intéressant de le dire. Et en fait, comme il y avait eu ce test avant de reconnaissance faciale que j'avais brillamment réussi, du coup, je me disais, j'étais un peu au fond du trou, je me disais, ah bah non, en fait, je suis pas autiste, je me suis trompée, oh là là, je me suis monté la tête toute seule pendant 2 mois, mais n'importe quoi, comment j'ai pu croire que j'étais autiste? Les vacances se passent, et donc les résultats, je les avais pas encore, mais moi, je m'attendais à ce que la psychologue, elle me dise, bon bah, vous êtes, non, non, les résultats sont très bons, donc il n'y a pas de souci, donc on arrête là, et puis on n'en parle plus, voilà. Donc moi, dans ma tête, j'en étais là. Sauf que quand je suis revenue chez la psychologue, ben ça n'a pas du tout été ça. En fait, elle m'a dit vous avez un trouble de la réciprocité sociale. Un trouble de la réciprocité sociale, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a bien aussi, à mon avis, un trouble des fonctions exécutives. Et voilà. Alors, elle m'a pas encore parlé d'autisme, mais bon, c'est comme si elle l'avait avoué, quoi. Et donc, à ce moment-là, j'étais hyper soulagée. En fait, j'étais hyper surprise parce que je m'étais préparée à faire le deuil d'atteindre qui j'étais au fond, qu'aucun test ne pouvait vraiment me donner ce que j'attendais, surtout que le test de QI, j'en attendais beaucoup, et en fait, ça n'avait pas du tout été productif, enfin, ça n'a pas du tout donné ce que j'attendais. La professionnelle, bon, elle m'a même dit que je n'étais pas autiste, elle a affirmé ça, mais je pense que c'était pour me rassurer, voilà, c'était hyper maladroit, mais du coup, je l'ai cru. Donc voilà, vous imaginez un peu dans quel état j'étais. Je suis passée un peu par toutes les émotions. Donc elle me dit non. Moi quand même j'ai l'intuition que oui. Je continue le test. Un coup on me dit oui, un coup on me dit non. Un coup on me dit oui, un coup on me dit non. Et là on me dit oui, oui, oui. Ah. Et donc c'est là où après j'ai croisé cette collègue et où je lui ai parlé de l'autisme.
que je vous ai déjà raconté, parce que j'étais justement toute contente, hein. Il y a eu un soulagement, le sentiment d'être réparée, le sentiment d'avoir eu raison de faire ça, de m'être battue aussi contre moi-même, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre quand on entame une démarche diagnostique, c'est qu'on veut y aller, c'est qu'on veut être diagnostiqué parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est fatigué, et en même temps, qu'est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce que c'est confrontant? Qu'est-ce que c'est douloureux? Parce on réinterprète toute son histoire, et puis on comprend tout à la lecture de cette nouvelle information sur nous, et ça nous fait mal, parce que qu'est-ce que ça a été injuste? Qu'est-ce que les gens ont été injustes? Alors peut-être ils savaient pas, mais quand même. Donc on a quand même, moi j'ai un sentiment d'injustice, et ça m'a révoltée, ça m'a mise en colère, mais en même temps ça m'a mise droite dans mon centre, droite dans mes bottes, et là j'avais une bonne raison finalement de m'affirmer et de me respecter, et d'arrêter d'essayer de composer, de m'adapter pour plaire à l'autre, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était les derniers tests que j'ai passé chez la psychologue. Donc j'en ai passé 1, 2, 3. 3 tests, voilà. Plus le test de QI. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'elle elle m'a envoyée chez un psychiatre spécialisé. Voilà. Donc un psychiatre spécialisé dans le trouble du spectre autistique, en particulier chez les femmes. Et lui, en fait, c'était super parce que dès que je lui ai parlé, il a compris, il a reconnu, voilà, mes difficultés. Donc je me suis sentie légitime, je me suis encore plus sentie réparée. Et ensuite, il m'a donné un dernier test dont j'ai aussi parlé dans la première vidéo, le RAASD, qui là englobe vraiment toute une série de caractéristiques autistiques. Et là encore, donc j'étais dans le tout. J'avais 200 points et il en fallait 60 pour être diagnostiquée. Donc le test se vérifiait et là du coup le diagnostic était validé, était officialisé par ce dernier test. Voilà, donc vous voyez que vous devez passer une série de tests. Alors imaginez quand vous allez au CRA ou au CRA là, et que vous devez tout passer en même temps, c'est quand même assez lourd et intense je trouve. Hein. C'est tout un packaging autisme qui est sans doute bien fait, mais qui pose aussi question, voilà, en termes de fatigue, en termes d'investissement. Voilà. Alors en plus, je précise que quand vous passez au CRA, vous devez aussi passer, je crois, un bilan psychomoteur. Dans le privé, je ne suis pas sûre que ce soit obligatoire. Cela étant dit, moi je l'ai passé parce que le test de QI avait révélé des résultats très hétérogènes et la neuropsychologue, enfin moi, à force de la cuisiner sur qu'est-ce que j'ai alors qu'est-ce qui se passe, avait balancé le mot de dyspraxie. Je l'avais gardé en tête et moi toute seule, du coup j'avais appelé une psychomotricienne pour qu'elle me fasse passer un bilan. Et là, Eureka, les résultats du bilan tombent et elle me dit qu'effectivement j'ai bien un trouble visuospatial qui s'apparenterait à une dyspraxie visuospatiale. Voilà. Donc c'est vrai que le bilan psychomoteur, si vous sentez que vous avez des difficultés au niveau moteur, c'est un plus aussi, hein, mais je ne suis pas sûre que ce soit obligatoire dans le privé. Déjà que le test de QI est super cher, si en plus vous devez ajouter le prix du bilan psychomoteur, c'est sûr que ça fait une somme. Hein, il faut en parler, c'est un investissement. Mais bon, c'est pour votre bien-être. Donc moi là, j'étais doublement reconnue. J'étais reconnue en tant qu'autiste Asperger, en tant que neuroatypique, et puis en tant que dyspraxique. Et en plus, souvent, la dyspraxie, ça va avec l'autisme Asperger. Donc du coup, tout ça, c'est logique finalement et c'est cohérent. Et moi, je me rendais pas compte, voilà, je me rendais pas du tout compte de toutes ces difficultés que j'avais et à quel point je prenais sur moi. Donc c'est sûr que là, c'est un virage à 360 degrés parce que je suis passée de l'état d'un petit soldat à l'état d'une personne en fait qui doit vraiment faire attention à elle-même. Voilà. Alors, la dernière partie que je voulais aborder, c'est comment se préparer mentalement à ce véritable parcours du combattant. Alors déjà, comme je l'ai déjà dit, il faut s'auto-diagnostiquer. Il faut essayer d'être le plus lucide sur soi-même avant de commencer la démarche. Voilà. Et moi, je précise que quand je me suis fait diagnostiquer, j'avais commencé à faire des lectures, mais je pense que j'en avais pas fait assez. Parce qu'en plus, sur l'autisme, c'est dur de trouver des documents, enfin, faut le dire, c'est dur de trouver des articles et tout précis, scientifiques, qui expliquent bien ce que c'est que l'autisme, et en particulier chez les femmes, et en particulier l'autisme Asperger, sans déficience intellectuelle, voire même avec une hypersensibilité, voilà, un haut potentiel, c'est 2 fois plus dur. Donc je pense qu'il faudrait faire avant, c'est ne pas hésiter à se nourrir intellectuellement, faire des lectures, discuter avec ses proches, essayer d'être le plus au clair avec soi-même. Voilà, parce que sinon, vous ne pourrez pas répondre à toutes les questions. Quand vous avez une question comme est-ce que les autres te trouvent différent ou bizarre?
Alors si vous n'avez pas un minimum de recul, comment vous voulez savoir si l'autre vous trouve bizarre? C'est compliqué, c'est hyper compliqué comme question. C'est comme la question, est-ce que tu te sens décalé? Bon bah là encore, pour se sentir décalé, encore faut-il être au clair avec soi-même, être au clair avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Et chez les personnes autistes, souvent c'est compliqué de savoir d'être au clair avec ce qu'elles ressentent à l'intérieur. Elles n'arrivent pas à l'identifier chez les autres, mais elles n'arrivent pas non plus à l'identifier chez elles. Donc du coup c'est pour ça que je dis que il faut, voilà, c'est des questions très précises. Donc si vous n'avez pas un minimum de recul, vous ne pourrez pas y répondre ou alors vous pourrez tomber un peu à côté. Et pour moi, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai découvert des spécificités chez moi en passant le test et en répondant à des questions qui m'a amené à détecter certaines choses chez moi que je n'avais pas vues avant. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut quand même, voilà, faut quand même être assez. Ça demande de se sonder au microscope. Hein, quand vous passez des tests comme ça, il faut bien comprendre que le professionnel, il doit à tout prix vraiment faire une sorte de diagnostic clinique. Donc il doit vraiment vous regardez de manière presque chirurgicale. Et pour ça, vous-même, vous devez aussi être bien au clair avec vous-même, avec vos représentations. Repenser à votre histoire, repenser au passé, comment ça se passait dans l'enfance. Donc tout ça, ça remue aussi émotionnellement. Hein, c'est pas évident. Voilà. Après, le deuxième point que je voulais vous dire, c'est quand vous entamez une démarche diagnostique, surtout dans le... Alors déjà, de manière générale, il faut accepter que les autres ne comprennent pas. Il faut accepter, je dirais, la compréhension, voire le déni, voire le blocage de vos proches. Voilà. Certaines personnes vont vous dire mais non, pourquoi tu te montes la tête, ça va très bien, pourquoi tu veux passer un test de QI, pourquoi tu veux passer des tests pour l'autisme, t'es pas autiste, etc. Voilà, il ne faut pas leur en vouloir. Ils le font par bienveillance, par méconnaissance aussi, rarement par malveillance, même si certains peuvent le faire. Hein. Peut-être que certains ont intérêt à vous éloigner de vous-même, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il faut que vous essayiez d'avoir un peu des œillères et de vous concentrer sur vous-même, sur ce que vous ressentez à l'intérieur, sur votre intuition, cette petite voix là, vous savez, cette petite voix qui vous dit des choses mais que vous avez tendance à pas écouter ou à vite réduire au silence, voilà. Parce qu'on ne vous a pas appris à l'écouter, cette petite voix. Bah maintenant, il est temps de l'écouter. Parce que c'est elle qui a raison. C'est elle qui va vous guider. Parce qu'elle, elle vous veut du bien. Voilà, donc faites-le. Acceptez et du coup lâchez prise. Lâchez prise et acceptez aussi, en particulier si vous faites les tests dans le privé, le déni des professionnels. Les professionnels, malheureusement, qui eux-mêmes ont une vision parfois très caricaturale, simpliste, voire absente de l'autisme et qui vont tenter de vous interpréter par le prisme, je sais pas, de l'anxiété, d'un traumatisme, de l'enfance qui expliquerait votre état, voilà. Donc moi c'est ce qui s'est passé, je pourrais aussi en parler plus longuement dans cette vidéo avec la neuropsy et avec la psychomotricienne et un peu mon médecin. Voilà, c'est que c'était des personnes qui connaissaient pas l'autisme et qui du coup, en voulant aussi, je pense, me rassurer, donc là encore, dans une perspective bienveillante et rassurante et accompagnante, me dire non, vous rassurez-vous, tout va bien, vous n'êtes pas autiste. Oui, mais moi en fait, ça me rassure pas ce que vous me dites. Moi, ça, au contraire, ça m'angoisse parce que j'ai besoin de savoir. Voilà, donc il y a eu un peu ce malentendu. Et là encore, il faut l'accepter. Voilà, je pense qu'on met trop le professionnel dans un peu sur un piédestal, comme s'il savait tout. Et parfois, je pense que voilà, c'est vous qui savez mieux que lui. Voilà. Et après, c'est vrai que de la part des professionnels, c'est très critiquable, c'est très condamnable de voir des gens qui refusent un diagnostic, voire qui posent un diagnostic erroné, comme moi, on m'a dit que j'étais pas autiste, donc c'est vrai que c'est assez condamnable, mais on pourrait en parler aussi dans une autre vidéo. Mais bon, il faut tenir bon et il faut rester voilà, droit dans ses bottes. Et le troisième point dont je voulais parler aussi pour finir, c'est accepter le diagnostic quel qu'il soit. Acceptez-le, voilà. Et accepter aussi peut-être que le diagnostic soit erroné, soit faux. C'est-à-dire que vous alliez dans un CRA et qu'en fait on vous dit qu'on ne peut pas vous diagnostiquer, qu'on ne peut pas vraiment affirmer que vous êtes autiste parce que les symptômes sont trop légers, sont pas visibles, extrêmement visibles, etc. Et là, évidemment, ça va faire très mal. Ça va faire très mal, mais surtout, il ne faut pas s'arrêter à ça. Je pense que parfois, malheureusement, ça peut être le combat de plusieurs années, voire même toute une vie pour être reconnu dans sa vérité. Et il faut croire en soi, il faut croire à cette intuition, et parfois, il faut aussi
démystifier la posture du professionnel de santé et se dire que nous on sait, que nous on a cette intuition et qu'on va aller jusqu'au bout. Voilà. Et parfois même ça, bon, être diagnostiqué c'est pas forcément pour tout le monde la solution. Parfois ça suffit, un autodiagnostic suffit. Voilà, mais ça dépend de votre histoire et de vos souffrances. Voilà, donc cette vidéo a été assez longue, mais je voulais vraiment vous donner plein d'infos sur les étapes de diagnostic et puis de la démarche diagnostique, et puis aussi un petit peu vous donner des clés pour bien appréhender ce diagnostic, vous sentir prêt, le faire dans de bonnes conditions, rester droit dans vos bottes, accepter la fatigue, accepter le doute, accepter d'être un petit peu ballotté de part et d'autre, accepter ce tourbillon d'émotions. Et voilà, et faites confiance aussi aux professionnels tout en prenant quand même du recul sur ce qu'ils vous disent. Voilà, et bien merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Et on se retrouve à très vite. Ciao, bye bye!